Qui se souvient encore de l'objectif annoncé par l'Union européenne lors du sommet de Lisbonne de l'an 2000? Je cite, devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Fin de citation. Ce vœu pieux fait sourire aujourd'hui, sauf peut-être les ministres de l'enseignement supérieur et leurs entourages, qui se sentent encore obligés de rappeler de façon rituelle une ambition qui est tombée en désuétude. Mais si cet objectif marque un peu le pas, les institutions qui ont été mises en place dans le cadre du programme d'harmonisation de l'enseignement supérieur continuent à opérer. Comme vous le savez, ce programme d'harmonisation est fondé sur une méthode ouverte de concertation, de coordination. Je ne vais pas expliquer, j'espère que vous savez ce que c'est, qui table sur la comparaison d'une batterie d'indicateurs de performance entre pays participants à cette méthode, donc les pays de l'Union européenne, qui sont alimentés par les données standardisées qui sont produites par des systèmes d'information qui sont rendus homogènes. Donc, telle est, à mon sens, une des origines majeures de l'enchevêtrement des dispositifs d'évaluation qui se sont développés au fil des années au niveau européen, national, régional ou local. Local, j'entends par là les universités. Afin de permettre l'entrée en vigueur du système MMD, qui a été mis en place en 2002, et l'instauration de ce qui s'appelle l'espace européen d'enseignement supérieur en 2010. Qui sont là des mesures effectivement de nature européenne, hein, comme ça a été rappelé tout à l'heure. C'est cette mise en chiffre généralisée de l'activité de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est à l'origine de la managérialisation de l'université. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de défendre. Faute de pouvoir traiter en détail l'ensemble des transformations qui ont été induites par la logique gestionnaire qui a été mise en place, bon, je vais citer quelques exemples qui sont la fusion des établissements, la sélection via Parcoursup, l'incitation à l'apprentissage en alternance ou la formation permanente, qui sont à peu près des choses qui, à mon sens, structurent beaucoup l'évolution des universités aujourd'hui, et dont mes collègues vont parler. Je vais mettre l'accent sur deux éléments de ce que je pense être la logique gestionnaire qui opère depuis les années 2000. Le premier élément, c'est l'invocation de l'impératif d'efficacité, ce qui peut intéresser nos amis en sciences du management. Et le second élément, c'est l'apparition d'une strate d'agents intermédiaires dans les hiérarchies des administrations d'État qui tire son pouvoir du monopole sur la production et la diffusion du chiffre. Cette strate, je l'appelle globalement les managers, mais je suis content que Nicolas Bélanger soit là, parce qu'en fait, elle recouvre beaucoup de types de personnels différents. Ça peut être du directeur d'hôpital au président d'université, mais aussi à l'intérieur des ministères, les gens qui produisent la chiffrologie, dont l'administration sociale. Donc il y a beaucoup de niveaux différents, mais disons c'est l'ensemble de ces gens dont le pouvoir repose sur la production et la diffusion du chiffre. Bon, je reviendrai ensuite sur la place qui est tenue dans ce processus de managérialisation par la loi relative à la liberté et à la responsabilité des universités de 2016. Puis je finirai par donc, mon titre, c'était faire en moins avec moins à l'université, à essayer d'expliquer comment on a pu passer d'une maxime qui disait qu'il faut faire mieux avec moins à la maxime d'aujourd'hui, bien que ce ne soit pas une maxime très officielle, mais que c'est moi qui l'ai inventée, qui consiste à défendre l'idée de faire moins avec moins. Bon, alors je commence par le premier point, c'est l'efficacité. Dans mes premiers travaux, je dois dire qu'ils remontent assez longtemps, j'ai étudié le recours à la quantification gestionnaire comme méthode qui permettait de réaliser un programme de modernisation de l'État. Et là, je reviens sur ce qui a été dit au début. Ce n'est pas simplement l'université qui est touchée par ces phénomènes, par cette logique gestionnaire, mais c'est d'abord l'ensemble des services publics, et puis plus largement les entreprises, et on peut dire plus largement aussi la vie sociale et politique. Mais en tout cas, l'idée à l'époque, c'était qu'il fallait moderniser l'État, c'était dans le tournant des années 2000. Et donc, cette modernisation de l'État visait à partir de la fin des années 70
à organiser le désengagement de l'État de ses fonctions de planification sociale et de redistribution. Et pour le faire, l'usage du chiffre était utile parce que ça donnait une base objective et pas du tout politique, pas du tout idéologique aux manœuvres qui étaient mises en place. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre et il faut se conformer à ce chiffre qui dit la réalité des choses. Un principe dérivé de l'économie marginaliste impose alors sa force, donc dans ce qu'on a appelé le tournant néolibéral, c'est l'efficacité. Je rappelle que dans le registre gestionnaire, ce terme renvoie à l'idée selon laquelle, et c'est une idée importante, une allocation de ressources peut être optimale. Si on ne pense pas qu'une allocation de ressources peut être optimale, on ne peut pas même penser l'efficacité. C'est-à-dire que cette allocation doit être la meilleure possible relativement à l'information qui est disponible sur un domaine d'intervention de l'État. Ce qu'il importe alors d'analyser, et c'est ce que je pensais pour comprendre ce qui se passe dans ce mouvement de modernisation, ce sont les techniques, pas tellement l'idéologie, pas tellement les arguments mis sur la place publique ou les contre-arguments qui critiquaient le néolibéralisme. Donc, ce qui m'a surtout intéressé, c'est les techniques qui sont mises en œuvre pour construire l'information. Et la manière dont cette construction organisait, sans trop le dire, d'une certaine manière, sur ce mode technique, l'action publique pour parvenir à l'optimum. À partir du moment où on arrive à l'optimum, on a des techniques pour le faire, et ces techniques imposent, disons, une certaine manière de faire qui devient difficile à critiquer. Alors, de quoi est-il exactement question ici? Donc, la quantification, pour ce qui concerne les services publics, la quantification gestionnaire découpe les droits sociaux acquis et garantis aux citoyens, comme les droits de la santé, de l'éducation, du travail, de la justice, de la défense, de la sécurité. On revient sur l'ensemble de ces services publics qui sont atteints par le même syndrome. Donc il faut découper ces droits sociaux en variables et paramètres afin d'alimenter en données brutes des systèmes d'information dont la fonction est d'établir une relation mesurable entre un résultat et la dépense qu'il engendre, afin d'évaluer la pertinence d'une politique à l'aide d'indicateurs de performance qui sont élaborés eux-mêmes pour contrôler l'évolution de la dépense, donc l'évolution de l'action qu'on mène à partir de ces indicateurs de performance. Il faut signaler ici que les dirigeants, et c'est là où intervient cette strate intermédiaire, délèguent l'élaboration et la confection des chiffres qui justifient leurs décisions aux services techniques qui ont la charge de le faire, en faisant trouver des algorithmes qui souvent, et de plus en plus souvent, je parle, proviennent du privé, hein, c'est les privés qui fournissent ces algorithmes qui servent à mesurer la performance dans les services publics. Donc c'est l'algorithme qui décrivent l'activité de service public à partir du traitement croisé de données qui sont issues de divers systèmes d'information administratifs. Ça, c'est une chose que j'ai essayé d'étudier, qui est ce qu'on appelle l'interopérabilité des systèmes d'information. Enfin, je ne sais pas à quel point vous êtes familier de la machinerie étatique et de ce dispositif qui s'appelle la LOLF, dans lequel je ne peux pas rentrer. Mais l'idée en général qui est derrière la LOLF, si je ne vais pas rentrer dans l'acronyme, je ne sais pas que vous savez ce que c'est. En tout cas, c'est la modification du budget de l'État. Pour concevoir quelque chose comme une numérisation globale de l'activité de l'État, il faut que l'ensemble des systèmes informatiques qui fonctionnent dans tous les ministères aient le même type de traitement de données à partir des mêmes variables. Et ça s'appelle l'interopérabilité. L'interopérabilité, ça a été un des travaux d'Hercule que l'administration française a essayé de mettre en place pour homogénéiser l'ensemble des systèmes d'information. Et vous pouvez voir ça par exemple maintenant pour la traque sur des allocations familiales qui croisent avec les impôts, qui croisent avec... Et la question des services publics, c'est de savoir combien d'argent on va leur donner. Et donc pour ça, il faut savoir calculer exactement ce qui doit être affecté pour que ce soit efficace. Mais donc ça s'appelle l'interopérabilité des systèmes d'information qui permettent aujourd'hui de produire des images, des représentations du service public qui servent aux décideurs à sabrer dans le budget. Je vais très très vite en disant ça, mais je suis désolé. Encore une fois, pour ne pas faire une critique trop massive du management, il se trouve que la quantification, ce que j'appelle la quantification gestionnaire, elle pourrait être magnifique pour améliorer l'ensemble de nos conditions d'existence. Il se fait qu'elle est tombée à une mauvaise période, qui est la période où on demande qu'elle réduise la dette de l'État. Donc ça pourrait être très très bien managé plus tard quand on aura beaucoup d'argent,
Mais quand il n'y a pas d'argent, tout ce à quoi ça sert le management, c'est de réduire la dette. Voilà, je finis mon topo militant. Donc, ce qui est intéressant aussi de pointer, c'est que les recherches empiriques sur la mise en application de la quantification gestionnaire montrent qu'une fois que les politiques publiques détaillées en indicateurs de performance sont mises en place, les détenteurs de l'information peuvent faire fi de toute appréciation morale ou sociale quant aux décisions qu'ils prennent. Ça veut dire qu'on vise que l'efficacité. Et l'efficacité, elle n'est ni sociale, ni morale, ni politique, ni rien. Elle est juste réussir à faire l'optimum. Cette attitude participe insensiblement à l'éclipse du sens de l'action publique, en laissant à nu l'autoritarisme de décisions justifiées par la quantification et uniquement par la quantification. Et en particulier cet autoritarisme particulier qui exprime ces officiants de l'efficacité que sont les managers. Donc, je passe donc au second point, en rappelant que ce que j'ai dit au début, ce terme de manager couvre beaucoup de professions, ils ont beaucoup de positions dans les hiérarchies, et ce sont des positions un peu différentes, qui vont du directeur d'hôpital au président de l'université, mais à l'ensemble de la machinerie qui produit dans les administrations centrales du chiffre pour faire le budget de l'État. Et de la même manière, dans les universités, les services, ou dans les hôpitaux, les services qui ont été mis en place pour produire du chiffre sur l'efficacité de l'établissement. Donc vous voyez, mais je vais couler tout ça dans cette strate, ces agents particuliers qui tiennent leur pouvoir, et surtout cet autoritarisme du fait qu'ils produisent et diffusent, surtout ils diffusent des chiffres. Le mystère étant que personne ne va voir comment ces chiffres sont construits. Donc on a des chiffres, et c'est vraiment ces chiffres qu'on fait, mais on se demande qui est responsable de la production de ces chiffres, à part les officines privées qui font des algorithmes. Bon, je passe donc à ce second point que je trouve important, ce que j'appelle les officiants d'efficacité. La managérialisation des services publics a reconfiguré les hiérarchies au sein des administrations d'État. En imposant sa loi dans l'organisation de l'activité de ces administrations, le système du chiffre gestionnaire a déplacé le pouvoir effectif vers ces personnes qui détiennent le monopole de la production et de la diffusion de l'information. Là aussi, le terme information, il est étrange. Il faut uniquement le voir comme ce produit d'un calcul coût-efficacité. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui les systèmes d'information. C'est pas qu'ils nous informent sur l'état du monde. Ces systèmes sont donc bien de savoir comment va le monde. Ils ont autre chose à faire que ça. Donc, enfin voilà, le mot information, la position de force que les managers se sont arrogés tient à ce qu'ils se présentent comme des auxiliaires implacables des aînés de la nécessité financière et que leur autorité repose sur l'objectivité des données de quantification. La manière brutale dont les règles du jeu gestionnaire restructurent aujourd'hui le monde des services publics a pourtant des effets délétères ou contre-productifs qui sont bien documentés et que chacun d'entre nous, certainement, connaissons, quelle que soit la position que nous ayons occupée dans l'université, n'importe quel directeur de laboratoire, n'importe quel directeur de service, c'est de quoi il retourne quand on doit contourner l'ensemble des règles d'actions qu'on nous fait remplir. Donc, je cite quelques-uns de ces effets délétères et contre-productifs. L'appropriation, tout le monde sait très bien ça, l'appropriation des indicateurs de performance par ceux qui y sont assujettis et qui savent ceux qu'il faut mettre en avant pour satisfaire la demande de l'administration. Donc ça, on sait, il y a un contournement énorme sur les concepts et les indicateurs de performance qu'il faut remplir. Enfin, il faut juste penser à la politique du chiffre dans la police pour comprendre ce que ça veut dire. On va laisser de côté tout le reste, on va dire c'est ce qu'ils veulent, et on va leur remplir ça comme ça. Le délitement des collectifs de travail, la baisse de la confiance interpersonnelle. Alors, une chose importante, c'est la concurrence par la récompense au mérite. Évidemment, quand on mesure l'efficacité individuelle des gens dans le travail, on peut évidemment penser que les primes sont justifiées par le fait que quelqu'un fait plus que quelqu'un d'autre. Donc la question de la concurrence entre les personnes à partir de la récompense au mérite, la focalisation sur des résultats immédiats plutôt que sur les effets à long terme, comment on boucle un budget, et bon, la vie, il faut pouvoir pour le reste. Voilà.
Et elle s'accompagne souvent aussi de conduites irrationnelles de la part des responsables eux-mêmes de ces établissements ou de ces services. Donc c'est la compulsion à mesurer tout ce qui peut être mesuré, la prolifération de données dans la masse défie toute tentative de synthèse, ça en fait des chiffres, on ne sait pas pourquoi. La perte de temps et d'argent pour recueillir et traiter des informations qui sont inutiles, et les entraves au bon fonctionnement du service quand l'autoritarisme vient vous dire vous faites ça et pas autre chose. Tout ça sont des effets pervers, encore une fois je dis qu'ils sont extrêmement bien documentés et qui ne changent absolument rien à la machinerie. La machinerie continue à produire ça avec l'ensemble de ces effets où on leur dit mais vous avez vraiment dans le mur, en faisant ce que vous faites, vous interdisez qu'on fonctionne bien, mais c'est pas grave. C'est ça qui est une des choses dont j'aimerais bien que ces journées servent à éclairer, c'est comment ça se fait quand on est dans un système aussi fou. Bon, c'est tout ça qu'on observe dans le quotidien des établissements d'enseignement supérieur, mais en dépit de toutes ces carences, toutes ces lacunes, cette managérialisation ne risque pas de ralentir. Ce que je viens de dire. Il y a à cela deux raisons majeures. La première, c'est que la quantification gestionnaire permet aux dirigeants de rester dans les clous du cadre budgétaire, tout en déléguant les choix d'affectation de ressources allouées à la responsabilité des directions locales. On vous dit, voilà, tel est le cadre, mais tel est, merci, ça devrait, on vous dit qu'il reste 5 minutes. Bon, donc, des directions fixent un cadre budgétaire. Du moment que vous êtes dans le cadre budgétaire, ça va, ce que vous faites dedans, on ne s'en préoccupe pas. Et on verra, dans la LRU, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Donc ça c'est le premier point. Effectivement, il y a là ce qu'on appelle une simplification. C'est-à-dire que les gens qui établissent le cadre budgétaire ne se préoccupent pas de ce à quoi il sert, mais ils l'ont fixé. Et pour eux, ça suffit. Et si vous êtes dans les clous, donc c'est le principe de la LOLF, normalement, ça va, c'est bon. On n'a pas besoin d'aller chercher à ce que vous justifiez le moindre euro que vous dépensez. Dépensez comme vous voulez, sous certaines enveloppes, bien sûr. Vous n'avez pas le droit d'engager du personnel, vous n'avez pas le droit de recruter des enseignants, mais le reste, faites ce que vous voulez, achetez des crayons, des marqueurs jaunes, rouges, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est la première chose, c'est une grosse simplification et qui permet bien sûr une économie en personnel au niveau des administrations centrales. Quand on a besoin de tout calculer, de tout vérifier, on peut réduire le nombre de fonctionnaires qui sont affectés à cette tâche. Nicolas Desgorgés dira peut-être quelque chose sur la sécurité sociale de ce point de vue-là. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement informatique ce que les docteurs font, des ordonnances. La seconde raison, ça tient à la fascination, et c'est aussi un phénomène difficile à saisir, la fascination que le chiffre exerce, qui permet d'utiliser des évaluations de performance pour désarmer toute critique qui émane d'agents dont le travail est mesuré à l'aide de critères qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne parviennent pas à maîtriser, comme encore un prof, un médecin, un policier, un juge disent c'est ça que je dois faire, on dit non, tu ne peux pas. Donc tu dois faire autrement, puisque les critères te disent de faire ça. Il y a là quelque chose qui est rendu, une critique qui est rendue, enfin quand j'observe qu'elle est rendue difficile pour ces personnels face à la dureté ou à la brutalité d'un chiffre. Donc ces deux raisons sont au cœur de la loi sur la responsabilité et la liberté des universités, donc la fameuse LRU. Donc je parlais un petit peu de la LRU. La LRU n'a pas marqué une rupture radicale dans l'univers de l'enseignement supérieur. La loi Faure de 1968 visait expressément à accroître l'autonomie des universités, et cet objectif était clairement inscrit dans la loi Savary de 1984. Un pas essentiel dans la même direction, c'est-à-dire vers l'autonomie ou vers les pratiques d'autonomie, a été accompli avec la politique de contractualisation qui a été décidée par Lionel Jospin, mise en place par Lionel Jospin en 1989. On sait bien que c'est assez vieux la question de l'autonomie. Les travaux de Christine Muslin ont montré comment l'obligation de négocier, c'est-à-dire ce moment crucial de la contractualisation, l'obligation de négocier un contrat quadriennal avec le ministère a imposé dans la matérialité des rapports sociaux des établissements l'idée que l'université était une entité unique et qui devait se gérer de façon autonome. Ces travaux ont également mis l'accent sur le travail de rationalisation administrative qu'il a fallu accomplir au sein même du ministère, en restructurant le service, en créant une direction spéciale chargée du suivi des contrats, en recrutant des professionnels chargés d'aider les universités à rédiger les contrats. Il reste 2 minutes. On va essayer d'y aller. Bref, pour parvenir à tout ça, c'est-à-dire la masse de boulot engagé depuis une vingtaine d'années pour que
le substrat matériel et pratique de l'autonomie existe. Et donc, d'une certaine manière, la loi de 2007 ne changeait pas grand-chose. Donc cet usage du contrat en tant que technique du gouvernement a familiarisé les administrations avec une forme d'autonomie de gestion. La nouveauté que la LRU a introduite dans cet univers se découvre dans l'intitulé officiel de la loi, dans lequel l'autonomie se définit par l'association des notions de liberté et de responsabilité. Le sens de cette association est donné par un argument en deux temps. Accorder l'autonomie est indispensable parce que, d'une part, l'État central impose un carcan bureaucratique si serré et si uniforme que l'activité des universités ne peut pas développer à sa propre initiative en raison même des conditions locales dans lesquelles elle travaille. Et ça freine l'innovation qui peut émaner de ces milieux-là, de l'université. Et d'autre part, ce qui se passe dans les établissements d'enseignement supérieur reste si totalement opaque à l'administration centrale que les pouvoirs publics ne savent pas à quoi est utilisé l'argent qui leur est alloué, d'où le coût de la responsabilité. Donc la liberté, c'est déjà l'État central est trop dur, il faut vous laisser faire des choses, mais après, vous devez, alors assumer la responsabilité de la dépense. La solution retenue pour mettre fin à cette situation qui était pensée comme insupportable, c'est de plier les universités au canon de la description gestionnaire, c'est-à-dire améliorer la quantification à l'intérieur des établissements et placer les présidents en position d'entrepreneurs qui sont garants de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés et de la réussite de leur établissement dans le marché mondial de l'enseignement supérieur, avec, il faut dire, quelques avantages monétaires qui sont liés à la position de président. La LRU accélère la linéarisation de la gestion de l'enseignement supérieur, et ce mouvement tient à la prégnance d'une idée: si elles veulent survivre dans un monde concurrentiel, les universités doivent se moderniser, faute de quoi elles seront remplacées par des offres de formation plus performantes, car mieux adaptées aux exigences du temps, et ces offres viendront immanquablement du secteur privé. Donc en défense du service public, vous devez vous moderniser et donc passer à la quantification. Bon, je vais squeezer ce que je vais dire pour aller à la conclusion. Longtemps, la logique gestionnaire s'est déployée sur la base d'une promesse: parvenir à faire mieux avec moins. Ce pari était fondé sur la conviction que les dépenses de l'État sont totalement hors contrôle, que le clientélisme et la gabegie règnent dans l'administration du service public et que la substitution d'une comptabilité analytique à la comptabilité générale permettait de mettre fin au prébande, au gaspillage et aux dérives budgétaires. Le faire mieux avec moins était un mantra un peu identique à celui qui accompagne la théorie du ruissellement. Une croyance qui est répétée à toute soif et qui est étayée sur l'idée selon laquelle ce n'est pas en augmentant les budgets qu'on améliore les performances. Comme on sait, la LOLF, la RGPP ou la modernisation de l'action publique ont juste conduit à la paupérisation des services publics sans alléger le budget de l'État. Ce fiasco des dispositifs de contrôle gestionnaire est patent, même s'il a été masqué par récemment masqué par le quoi qu'il en coûte, imposé par la crise sanitaire. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais c'est quoi qu'il en coûte très important par rapport à ce dont vous parlez. En tant que rupture idéologique. Enfin, je vais refaire la parenthèse. Une nouvelle devise semble aujourd'hui de mise, bien moins claironnée que la précédente: faire moins avec moins. Pour l'enseignement supérieur, cela se traduit par la limitation des places ouvertes en université, la baisse du recrutement d'enseignants-chercheurs, la mutualisation des services, le recul des moyens en euros constants. Ces orientations ont le mérite de clarifier les choses en affichant une ambition politique que le recours aux techniques de management avait tendance à occulter, à savoir la restructuration de l'enseignement supérieur afin de dissuader les moins dotés des étudiants, d'aspirer à fréquenter les grandes universités et les guider vers d'autres parcours de formation, qu'ils soient publics ou privés. Pour ne pas finir sur cette note négative, on peut dire que cette clarification est une chance. Elle donne l'occasion de replacer le débat public au sujet de l'enseignement supérieur sur le plan de la mission qu'il doit remplir et des moyens nécessaires pour y parvenir. Pas sur celui de son utilité pour la vie économique en général. Un tel débat permettrait, s'il s'ouvrait, au personnel de l'enseignement supérieur de contester la conception gestionnaire de l'efficacité, de remettre les managers à leur place et de reprendre possession de la manière dont ils entendent exercer leur métier. Les débats de ces 2 journées parviendront peut-être à esquisser des pistes pour le faire. Voilà, je vous remercie.